Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver encore sur le plateau de TFA concernant votre grand JT, le journal consacré au résumé de l'actualité au Sénégal. Je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata Kor. Bonjour. Bonjour Momaté, bonjour à tous. Vous êtes prêts pour le grand JT? Je suis très prête. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, notamment la politique avec donc le mouvement Y'en a marre qui avait appelé les Sénégalais à se manifester pour contester l'injustice. Il y aura également le sport, la société, mais également on va parler donc de tout ce qui concerne le Sénégal, notamment les informations déroulées dans cette semaine. Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans les titres, on va commencer avec les mouvements Y'en a marre et Frappe France Dégage qui avaient appelé les Sénégalais à se manifester à la place de la nation. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont répondu à l'appel. Ils ont dénoncé entre autres l'injustice, mais également ils ont dit non à un troisième mandat. Notre confrère Ousmane Niang était sur place, nous l'écoutons. Les citoyens sénégalais sont très énervés contre le fonctionnement de la justice. Des politiques, des organisations syndicales, des mouvements citoyens comme Frappe France Dégage se sont retrouvés pour dénoncer les 2 poids 2 mesures qui existent au sein de la magistrature. Policiers, des gens qui viennent provoquer pour saboter notre manifestation. Du dëgg du yoon tey nag li nga xam ne moo ñu fi indi mooy yoon bi nga xam ne dañoo ne dafa jéng yoonu Sénégal dafa jéng. Parlant de l'injustice, les ex-travailleurs de Transplace en sont victimes. C'est la date depuis 2003. Depuis 2003 jusqu'à présent, ils refusent de payer avec la complicité en fait des responsables, des autorités en quelque sorte. Une question aussi est sur la table. Le Y'en a marriste Tchad et le leader politique Dambodj alertent le chef de l'État et disent non à un troisième mandat. Macky songal chômage du jeunes daan ko Macky songal problème u sénégalais nga daan ko Macky sa lewtoo ak waa France fexeel nga daan mais layam yi comme ni ko Dame di waxee 2024 daf ñuy abal ndaxte réew mi doyal nañu gouvernance Macky Sall doy na réew mi doyal nañ kenn àndatul ak moom daf ñu war a abal. Ces citoyens sénégalais interpellent le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif pour une justice équitable et estiment que la justice doit être rendue au nom du peuple et non pour un groupe de personnes. Merci Ousmane. Nous allons parler toujours de la politique avec la coalition Yewwi Askan Wi qui avait fait face à la presse cette semaine. Ils ont parlé donc de l'actualité politique, notamment leur pétition. Déthié Fall, le mandataire national de la coalition, a évoqué des tentatives de fraude au niveau des listes électorales. Je propose de l'écouter. Nous vous avions dit ici que le ministre de l'Intérieur et ses services travaillent tous les jours à fragiliser l'opposition de façon générale et Yewwi Askan Wi en particulier. Nous avons noté dernièrement avec la distribution des cartes, parce que c'était le 8 décembre que cette opération avait débuté et jusqu'à présent elle court, mais on a constaté déjà des tentatives de fraude, des tentatives de nivellement de l'opposition dans certaines zones, et c'est ce qui est relevé au niveau de Ziguinchor. Vous savez bien qu'ils ont été des milliers primo-votants à aller lors de la révision exceptionnelle des listes électorales à aller s'inscrire, mais quand nos plénipotentiaires sont partis, malheureusement seulement quelques centaines de cartes sont disponibles, ce qui veut dire qu'ils ont commencé la machine de fraude à ce niveau-là, mais ça ne passera pas. Politique toujours, beaucoup de Sénégalais se sont insurgés sur les manifestations qui ne cessent de s'organiser ici à Dakar et sans solution. Ils ont donc demandé à ces manifestants de limiter leurs manifestations ou bien de respecter la loi de mars avant d'empêcher les personnes à travailler. C'est un sujet du reportage de Ousmane Niang.
Les revendications des Sénégalais et leurs manifestations ne cessent de s'amplifier et jusque-là, leurs conditions de vie et leur situation deviennent de plus en plus difficiles. C'est pourquoi ce citoyen sénégalais est contre la marche des populations et parle de lobby politique. Ce ne sont pas les citoyens qui font des manifestations, mais ce sont les politiciens qui veulent faire des manifestations pour jouer un lobby. Les manifestations ne sont rien que des lobbies. Il n'y a que des lobbies dans les manifestations. Les manifestations, utiles ou pas, voilà un jeune Sénégalais qui au début il manifestait, mais maintenant il a décidé de ne plus le faire. J'arrête depuis 2017 parce que ça ne change pas. C'est la même chose. On ne vous entend même pas. Le gouvernement ne vous prend pas en compte que les gens vont faire des marches. C'est pour cela. Au contraire, cet étudiant, il pense que manifester c'est un droit, mais il faut le faire conformément à la loi. Certes, on peut manifester, mais tout en ne pas saccager tout ce qui est domaine, tout ce qui est les bâtiments, parce que c'est l'argent contribuable même des personnes-là qui font ces manifestations. Ils sont nombreux les Sénégalais qui n'arrivent pas à comprendre le sens de faire autant de manifestations sans gain de cause. Pire, les empêche de bien mener leurs activités. Guy Marius Sagna a été transféré à Tambacounda. Selon certains Sénégalais, c'est un acte purement politique. Je vous propose de suivre le reportage de Ousmane Niang et de Hassan Diédhiou. Si la politique est l'art de bien gérer les affaires de la cité, elle est aussi stratège du fait que l'État affecte souvent les personnes qui dérangent d'une région à une autre dans le cadre de leur travail. C'est le cas de Guy Marius Sagna et Souleymane Teliko. Pourquoi ce faire? Cet artiste-compositeur répond. Moi je pense que c'est de bonne guerre pour eux parce qu'ils ne veulent pas que certains activistes les dérangent, peut-être déstabilisent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, c'est mon opinion personnelle. Je vois que l'État, il essaie de les noyer. Même si ces genres de pratiques paraissent logiques, l'État devrait au préalable avertir la personne concernée avant de prendre des décisions, pense ce père de famille. Je ne sais pas pourquoi ils ont averti Guy Marius Sagna d'abord. On devait poser les actes. Guy Marius Sagna, prépare-toi, tel mois, tel jour, on va t'affecter. Il demande pourquoi vous m'affectez. Si c'est normal, il parle. Si c'est pas normal, il s'impose. Averti ou pas, celui-là estime que c'est anormal. Je pense que ce n'est pas logique parce que vous connaissez l'État n'aime pas les gens qui posent trop de questions, les gens qui dérangent. Si vous voyez l'exemple de Ousmane Sonko et de Guy Marius Sagna, quand tu déranges, quand tu poses trop de questions, déjà tu déranges à l'État. Parce que l'État, je ne dirais pas que c'est normal parce que les gens qui travaillent, on doit les aider mais pas les malmener. Selon les populations, l'État doit impérativement protéger les activistes, les syndicalistes ou toute autre personne qui défendent l'intérêt des citoyens. Merci Ousmane. À présent, on va parler des trafics de passeports diplomatiques. Oui, trafic de passeports diplomatiques. Les Sénégalais attendent toujours des sanctions sévères dans cette affaire. Ils exhortent à l'État du Sénégal de continuer à suivre le dossier judiciaire. C'est le reportage de Ousmane Niang et de Matar Diarra. L'affaire du trafic des passeports diplomatiques, l'État ne lâche pas la chose. Des avancées sont en train d'être faites. Amadou Kébé et un gendarme vont être entendus. Est-ce qu'il y aura un suivi? Ce père de famille voudrait que ce dossier ne soit pas comme celui de Fallou Sène et tant d'autres qui jusque-là, rien n'est encore clair. Il y a beaucoup d'injustice dans ce pays-là en quelque sorte. On va commencer par la justice. Parce que la population, en fait, ce qu'il déplore, on est en train de traverser des moments difficiles dans la mesure où la justice n'est pas juste en quelque sorte, autrement dit. Bref, en un mot, comme disait le X, l'école normale n'est pas normale. Donc il y a une crise d'autorité. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Même en dehors de ce problème-là, il y a le problème des étudiants. Par exemple, le gendarme, comme on a dit, qui a tiré ou bien qui a tué, par exemple, l'étudiant Fallou Sey ou Fallou Sène, je ne sais pas.
à Saint-Louis. Jusqu'à présent, rien n'a été clair. On a bouclé, on a tourné la page. Un autre Sénégalais transitaire, il est très remonté de cette situation. Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement, je ne sais pas comment le dire, mais complètement tordus. Oui. Et par rapport à ça, on ne peut pas savoir exactement qui est net et qui n'est pas net. Et par rapport à ça, ce serait important de prendre les dispositifs qui s'imposent. En tout cas, ils ont fauté. Il faut chercher effectivement la personne qui a fauté et ensuite faire les mesures qu'il faut. Et la population, dans tout cela, il répond. Quant à maintenant la population n'a absolument rien à faire par rapport à ça. Si ce n'est pas donné effectivement comme ce que je suis en train de faire, leur point de vue, mais en réalité, tu ne peux pas savoir exactement qui est net et qui n'est pas net. Et par rapport à ça, tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a des gens on a soulevé la chose, il faut nécessairement pousser à ce qu'on ait quelque chose de sûr et certain, effectivement, et les, comment dirais-je, comment l'appeler, les fautifs seront punis et sanctionnés. Bien entendu que la justice est une question de temps. Les populations attendraient des sanctions et interpellent l'État de ne protéger personne sur ces trafics de passeports diplomatiques. Merci Ousmane Niang. Le président Macky Sall a pris des décisions pour lutter contre les recrutements notés anarchiques dans l'administration. Un acte diversement apprécié par les Sénégalais. C'est le reportage de Barthélémy Koli et de Fatou Bintou Dème. L'État du Sénégal est contre les recrutements anarchiques dans la fonction publique. Suite à l'idée du chef de l'État Macky Sall de faire bannir ces faits, certains citoyens jugent que cette idée est venue au moment opportun. Oui, moi je pense que c'est une excellente idée. C'est peut-être même une idée qui est venue à son heure. C'est une chose qui devait se faire depuis très longtemps. Parce que véritablement, si on remarque la lenteur administrative actuellement au Sénégal, on considère que c'est parce qu'on met toujours des gens qu'il ne faut pas. Donc je pense qu'il faut mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je pense que c'est ça aussi l'idée du président de la République parce qu'il parle de fast track. Ce monsieur ne croit pas à ces déclarations. Et le fait d'assainir la fonction publique, c'est une question politique en réalité. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est à l'occasion des élections locales. Mais ça ne peut pas aboutir, puisque tout ce qui s'est passé est extrêmement dangereux. On recrute suivant des appartenances ethniques, et cela existe, et il peut le voir à la fonction publique. Donc maintenant, si on attend la veille des élections locales pour parler de cette question, je pense qu'on passe à côté. Abordant dans le même sens, ce jeune homme n'est pas convaincu quant à l'aboutissement de cette idée. Bon, vu les contextes de ce pays en ce moment-là, avec les élections présidentielles qui sont en train de se tenir là, bon, le président n'a qu'une solution, c'est de faire des promesses, mais je crois que ça ne boutera pas grand-chose, quoi. Bon, c'est une bonne solution, on peut dire, mais je ne crois pas qu'il en fera face à cette chose, quoi. L'histoire des recrutements anarchiques dans la fonction publique n'est pas un fait nouveau. Ainsi, pour cesser ces magouilles, il faudrait que l'État mette des hommes à la place qu'il faut. Restons toujours dans le cadre de l'administration sénégalaise. Des lenteurs administratives sont toujours notées dans certaines structures de délivrance, notamment en cette période préélectorale. Les agents administratifs sont souvent absents dans le lieu de travail, une attitude déplorée par les citoyens sénégalais. C'est le reportage de Barthélémy Koli et de Chergué. En pléru des élections locales de janvier 2022, on note une lenteur dans la délivrance de certains papiers administratifs, malgré le fast-track opté par le président de la République, un acte que certains citoyens déplorent fermement. Nous constatons une lenteur administrative dans plusieurs secteurs, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, l'avancement des enseignants, des professeurs, aussi dans le domaine de l'emploi, surtout la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est trop fatiguée. Ils n'ont pas d'emploi. Vraiment, nous sommes déçus de notre président parce que nous sommes au XXIe siècle. Le Sénégal devait se dépasser à ce niveau. Surtout aussi les papiers administratifs. Moi, je suis de Kaolack, dans la commune de Kermamba-Diakhou, mais souvent pour avoir des papiers administratifs, tu seras fatigué, ça dure, même aussi au niveau des tribunaux. Il est temps qu'on doit numériser
les papiers administratifs. Par contre, pour ce monsieur, la rapidité de délivrance des papiers administratifs n'a pas besoin de slogan ou de politique pour faire son travail, mais il faut un état d'âme. Les questions de célérité dans l'administration ne sont pas des questions qui proviennent d'un slogan ou bien d'une politique qui est mise en place par les politiciens pour qu'on puisse vraiment sentir de la célérité, de la rapidité dans le traitement des dossiers. Mais c'est des questions de comportement des agents. Je n'ai pas besoin qu'un politicien vienne me dire qu'actuellement il faudra accélérer les choses. Non. Moi je sais très bien que je suis commis dans tel poste pour faire tel acte. Je le fais en temps opportun. Poursuivant dans le même sens, ce monsieur fustige le comportement de certains citoyens sénégalais qui attendent la dernière minute. Maintenant, l'usager du service public qui est pressé ou bien qui a attendu jusqu'au dernier jour pour venir obtenir un acte qui doit suivre une procédure très longue, va dire qu'il n'y a pas de célérité. Si je prends l'exemple par exemple du temps judiciaire, quelqu'un qui attend jusqu'à par exemple la veille du dépôt d'un concours pour venir demander un certificat de nationalité, vous voyez qu'il va dire que dans l'administration les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de célérité. Parce que, juste pour vous dire un exemple, le certificat de nationalité, l'on ne peut pas l'obtenir en une journée. Ce n'est pas possible. Parce que la personne dépose son courrier devant le bureau courrier, un courrier qui doit rentrer dans le bureau du président, le président qui règle ce dossier, qui communique au parquet, le parquet qui prend ce document pour aussi vérifier, pour ensuite maintenant, s'il y a à donner avis pour établissement, on donne ses avis. Le gars qui a attendu 48 heures pour venir obtenir, est-ce qu'il va dire que l'administration elle est lente? Alors qu'en réalité, l'administration suit le rythme des règles de procédure qu'elle s'est imposée elle-même. Donc là, moi, je vois que alors, cette célérité, alors elle est relative. Les gens, ceux qui disent qu'il n'y a pas de célérité, c'est pourquoi nous sommes en train de revenir sur l'institution du Premier ministre. Ça n'a rien à voir. La célérité est une question d'état d'âme, est une question de comportement des agents. L'avancement d'un pays ne peut se faire sans une administration efficace et rapide dans la délivrance de certains papiers administratifs. Afin de trouver une solution à cette situation, la meilleure chose n'est-elle pas de passer à la numérisation des dossiers? Merci Barthélémy Collier. Mohamed, il paraît que la semaine a été tellement mouvementée en politique. Effectivement, ça a été mouvementé, notamment la coalition Yewwi Askan Wi qui a fait face à la presse pour montrer donc, leur pétition. Ils ont souligné 27 millions de francs CFA, donc c'est pour financer leur campagne. Je pense que aussi ça a été l'actualité de la semaine, mais également la coalition Frappe France Dégage et Y'en a marre. On pensait que vraiment le préfet aurait donc interdit cette manifestation, mais finalement ça a été donc autorisé. Et vous avez vu, les Sénégalais ont vraiment répondu à l'appel. Je pense que ça aussi c'est un acte de démocratie, c'est ça qu'on a voulu au Sénégal. Mais les manifestations parfois sont émaillées de violence. De violence, voilà. Cela aussi, voilà. Donc, parfois il est toujours réticent. Donc quand il y a manifestation, souvent on a des routes barrées, on a des problèmes pour accéder là où on va. Donc c'est aussi important donc, de dire à ces manifestants d'organiser, de ne pas gâter ou bien de ne pas empêcher les gens d'aller travailler. Je pense qu'on est dans un pays démocrate et c'est normal quand on a des problèmes, on se manifeste pour demander aux autorités de nous donner ce qu'on a, ce qu'on va en fait. C'est une loi, donc c'est une loi, la loi donc de marcher, de se manifester vraiment. Donc ça aussi c'est un acte purement démocratique. Aminata Kor, je pense qu'on va continuer avec d'autres actualités, notamment on va parler donc à présent de la société. Il a été question dans la semaine l'augmentation du prix de pain allant de 150 à 175 francs. Les populations sénégalaises ont même réclamé l'utilisation de la farine locale, mais ils craignent toujours si cette utilisation est effective, est-ce que le pain ne sera pas plus cher que le pain actuel? C'est le sujet du reportage de Fatou Djengueye et de Hassan Diédhiou. Après l'augmentation du prix du pain de blé annoncée par le ministre du Commerce, les Sénégalais proposent les céréales locales pour une consommation locale et moins chère. Ce vendeur pense qu'il est temps de s'en passer du blé et favoriser le pain de céréales locales.
Le pain à base de mil est meilleur en consommation, même sur le plan médicinal. Je sais qu'il est difficile de l'imposer aux populations, mais à force de les pousser, je pense qu'il y aura adaptation. Consommateurs soutient le changement et demande à l'État de former les boulangers afin de consommer le mil et le maïs produits ici au Sénégal. L'État doit penser à arrêter l'importation du blé. Je pense que nous avons du mil et du maïs, donc il faut que nous cultivons et nous utilisons ça au niveau de la fabrication du pain. Pour ce jeune étudiant, il est temps de revoir le prix du pain à base de céréales. Le pain coûte cher pour les Sénégalais, mais aussi est-ce que le mil pourrait changer la donne? Parce qu'actuellement, le pain de mil est plus cher que le pain de blé. 100 francs, je ne sais pas, ou 75 francs. Donc je ne sais pas un peu comment est-ce que ça pourrait aider un Sénégalais comme moi. Là, j'ai une miche de pain à 50 francs. Ça, c'est une miche de pain à 50 francs. La même miche pourrait coûter 125 francs pour un Sénégalais si on utilisait le mil. Bien que le pain de blé soit le préféré des Sénégalais, le pain de mil ou le pain de maïs reste une option pour les vendeurs et les consommateurs. La question que l'on se pose est de savoir, est-ce que les boulangers sont prêts à changer le blé au profit du céréal local? On rappelle que la décision a été prise par le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta, occasion saisie par TFA également, d'appeler le porte-parole de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il s'appelle Joseph Diap. Il nous parle ici le pourquoi la farine a été augmentée. Nous l'écoutons. Il faut reconnaître que pour que ça arrive au Sénégal, il y a tout un tralala. Fret maritime, il faut payer des droits de taxes douanières et il faut qu'il y ait aussi le transport. Mais depuis un certain temps, ça fait que monter. La tonne était à 220 €. Après 230, 240, 300 et quelques. Au moment où nous parlons, c'est 340 € arrivé Dakar. Donc, ça devient cher. L'État a baissé de 18% à 6% la TVA et a supprimé tous les taxes douanières. La pêche, ça faisait que monter. Ils ne pouvaient plus suivre. Il fallait vraiment qu'il y ait cette augmentation-là pour que les usines puissent supporter eux-mêmes les frais. Et quand il y a hausse sur le sac de farine, ça veut dire qu'automatiquement, ça va se répercuter sur le prix du pain. Voilà, donc, et le 17 novembre, lors du Conseil des ministres, le président avait demandé à ce que tous les acteurs se réunissent pour trouver un consensus. Et ça, c'est ce qui a été fait sous la tutelle du ministre du Commerce. Nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté, étudié toutes les structures de prix de pain, de farine, pour arriver à cette hausse-là, c'est-à-dire le sac de farine à 19 200 et le prix du pain à 175. On va descendre dans les rues de Dakar pour parler de la propreté. En tout cas, les agents de l'unité de coordination de la gestion des déchets solides sont montés au créneau pour déplorer le comportement de certains Sénégalais qui leur rendent la tâche difficile. C'est un reportage signé Céliboudia et de Fatou Djenké. Pour une ville saine et propre, le gouvernement a mis en place des agents du CG à chaque quartier pour bien assurer la propreté. Mais ces acteurs constatent que la population est en train de saboter leur travail. 7h du matin, 7h30, tu te réveilles le matin à 7h, c'est on commence le travail en nettoyant, en faisant le désablement. Et une personne mange son pain ou autre chose et le jette comme ça, sans haine. C'est un manque de civisme. Ça devait se régler dès les barrages avec les enfants. À être propre et correct aussi dans les maisons et même dans les rues. C'est difficile de travailler dans les conditions quand tu nettoies et les gens salissent. Et c'est la population qui doit nous aider à ce que les rues soient propres, car c'est pour le bien de tous. Cet étudiant pense que c'est de l'incivisme. À mon avis, ce n'est pas du tout responsable puisqu'ils sont là pour mettre la ville au propre, pour mettre tout au propre. Donc je ne vois pas pourquoi les gens ou la population ou un peu des gens qui jettent des ordures un peu partout dans la ville. Pour moi, à mon avis, ce n'est pas du tout responsable. Ils devront au moins avoir des actes de civisme et aussi participer à la propreté du Sénégal. Pour parer à ces situations, nos interlocuteurs trouvent des solutions. Il faut mettre en place
des points de sécurité, comme ça on va veiller à ça. Et celui qui jette toujours des ordures dans les places publiques ou bien dans des places réservées aux personnes ou autre chose, comme je t'avais dit, à la place publique. Comme ça, on va aller faire des amendes. Que le gouvernement puisse participer à ça et aussi mettre des points de sécurité à chaque lieu de public. Par exemple, ce lieu-là, ça mérite d'être sécurisé au moins. Un adage dit « l'esprit sain dans un environnement sain ». La capitale doit être propre, mais pour que cela soit réalisé, il faut lutter contre l'incivisme. Sénéboudia, merci beaucoup. Aminata Kor, on va parler de la fraîcheur avec ses conséquences à Dakar. Effectivement, la période de fraîcheur n'est pas la bienvenue aux vendeurs de l'eau dans la capitale sénégalaise. Europoint 6, les vendeurs sont comptés par rapport à la période de chaleur où ils étaient des centaines. Leur chiffre d'affaires baisse de jour en jour. C'est le reportage de Ousmane Niass. Fraîcheur à Dakar est un lourd moment pour les vendeurs de l'eau. Ce petit commerce est d'ailleurs défavorisé pour certains. Une vendeuse de croiseuse digne et motivée d'ardeur reste dans son coin avec stress. De salaire, tu fais avec. Si tu restes dans une place comme moi, comme ça, si c'est l'eau seulement, c'est pas la peine. Il faut que tu fasses autre chose. La période de la chaleur est plus adéquate pour nous. En ce moment de fraîcheur, c'est dur pour payer le transport et les loyers. Mais on est des croyants, on restera pour toujours. Tu peux rester deux ou trois mois sans payer location. Oui, parce que l'eau ne va pas. Si c'est l'eau seulement, ça, il faut marcher. Il faut marcher en période du calcul. Ça, tu peux vendre de 4 à 5 sachets d'eau par jour. Malgré leur faible revenu dû à la fraîcheur, certaines vendeuses ont eu le courage de ne pas laisser leurs bras à cause de leurs besoins. Aminata Kor, je pense que l'UNESCO a donné un beau cadeau Thiéboudienne aux Sénégalais. Effectivement, l'entrée de ce plat national dans le patrimoine mondial de l'UNESCO a été très bien appréciée par les Sénégalais. C'est dans le micro-trottoir de Sénéboudia. Dans un premier temps, c'est une très bonne idée parce que dire qu'un plat national sénégalais est aujourd'hui international, ça rentre dans le cadre de la promotion d'abord de la destination du Sénégal. Et dans un autre second temps aussi, ça fait aussi que la culture sénégalaise et que le plat sénégalais est aujourd'hui dans le menu international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est international, ça signifie que si on va à Washington, on peut commander un plat thiéboudienne. Si on va en Chine, en Taïwan ou bien en Malaisie, on peut aussi retrouver le plat sénégalais. Donc ça vend notre pays et ça, je pense, c'est une très bonne idée vu sur ce angle-là. Ok, pour moi, c'est une bonne chose que le thiéboudienne soit placé parmi les plats culturels. D'autant plus que c'est un plat apprécié par beaucoup de Sénégalais, même les étrangers qui aiment bien ce plat. Et je crois que ça va un peu plus étendre la culture sénégalaise à travers un peu plus dans le monde aussi. D'accord, je vous suis. Donc effectivement, on peut constater quand même de façon générale, et ça depuis un certain nombre d'années, que les poissons, ça devient de plus en plus cher. Et certaines aussi légumes qui vont avec le plat deviennent aussi de plus en plus chers. Mais tout compte fait, je pense qu'il y a toujours donc, pour toutes les bourses déjà, on peut toujours trouver. Et qu'on a la chance quand même dans ce pays que chaque famille, chaque bourse peut se procurer quand même le minimum. Et je ne veux pas dire que tout le monde peut avoir, ou bien que tout le monde sont les mêmes, mais quand même je pense que le fait que le plat soit internationalisé, je pense qu'il n'y a pas de rapport avec c'est cher ou bien que les familles vont avoir difficulté à l'avoir. Au contraire, je pense que d'abord ça devient de plus en plus important. Un, pour permettre aux Sénégalais de pouvoir d'abord, ceux qui sont dans les restaurations, de vendre donc de plus en plus plat, parce que dès que les étrangers commencent à connaître ce plat et qu'ils ont l'occasion de venir au Sénégal, ça fera partie aussi de leur menu de commande. Je pense que ça c'est une bonne chose. Effectivement, aujourd'hui on remarque que la plupart des denrées alimentaires sont un peu chères, comme vous l'avez dit, le poisson, les légumes. Et aussi trouver un bon thiéboudienne c'est un peu difficile. Parfois on trouve des thiéboudiennes où il y a beaucoup d'huile, c'est-à-dire des thiéboudiennes huilées, et difficiles à digérer. Mais je crois que peut-être dans le futur, l'État pourra apporter des solutions par rapport à ces denrées un peu chères pour pouvoir avoir un bon plat de thiéboudienne. Moi, mon plat préféré, c'est pas le thieb. Moi, c'est le poulet, uniquement. Mon plat préféré, c'est bon.
Merci Seynabou Dia pour ce micro-trottoir. Allier la médecine traditionnelle et celle moderne est bel et bien possible pour guérir certaines maladies. C'est l'avis de certains Sénégalais, mais toutefois ils demandent légalisation de cette pratique. C'est le reportage de Seynabou Dia et de Assante Didiédiou. Malgré l'avancée de la médecine moderne, certaines personnes font recours à la médecine traditionnelle. Comme je vous ai dit en off, la médecine traditionnelle fait partie de nos réalités en fait. Donc on ne peut pas ne pas le vouloir. Par rapport à la modernité, on est au XXIe siècle, donc la médecine moderne c'est autre chose. La médecine traditionnelle fait partie de nos réalités. Donc nous avons une culture africaine, nous avons une éducation religieuse, donc on ne peut pas ne pas se fier à cela. Toutefois, il y a une différence entre les deux. La médecine traditionnelle et moderne, donc vous parlez de deux aspects. La médecine moderne, c'est des gens qui ont fait l'école, qui ont fait des formations médicales, qui aujourd'hui sont des médecins dans les hôpitaux et trucs. Donc, par rapport au traditionnel, c'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la réalité de terrain, c'est peut-être des dons, on va dire, qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc il y a une grande différence entre ce qui a été fait à l'école et ce qui n'a pas été fait à l'école. Certains soutiennent qu'il est possible d'utiliser la médecine traditionnelle tout en connaissant le mode d'emploi. C'est pour la médecine traditionnelle. Je dirais que je suis pour, dans la mesure où nos parents, nos ancêtres ont toujours utilisé cette médecine pour soigner les gens. Avec les plantes, avec peut-être certains trucs naturels qui étaient utilisés pour la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est une réalité africaine, même si certains ne le croient pas. Par contre, certains la pratiquent pour se guérir. Ils proposent sa légalisation. Avec ce plat tchéboudienne internationalisé, au moment où plus de 700 000 familles sénégalaises sont menacées de faim, alors que si l'État du Sénégal prenait en compte l'importance du secteur agricole, le pire serait évité. C'est l'avis de certains Sénégalais rencontrés dans le reportage de Seynabou Dia. Le taux de croissance économique du Sénégal est estimé à 5,5%. C'est une évaluation que la population ne ressent pas, car la faim est devant la porte de beaucoup de Sénégalais et l'État serait responsable. Oui, en fait, moi je peux dire que la famine peut se manifester partout. Partout. Ça peut se manifester à Dakar, comme ça peut se manifester à Bambey, comme ça peut se manifester partout. De toute façon, ce qui est important et ce que l'on doit veiller sur, c'est que nos gouvernants, ils ont des responsabilités pour l'autosuffisance alimentaire pour la population. Mais maintenant, si vous voyez aujourd'hui, les gens ne mangent plus à leur faim, c'est parce que tout simplement, il n'y a plus l'aide qui devrait être. Parce que s'il y a entre-aide, la famine ne peut pas avoir sa place ici. Mais si vous voyez aussi la famine se développe de plus en plus, se propage de plus en plus, c'est parce que les gens ne s'entraident plus. Composé de populations jeunes et actives, le Sénégal pouvait ne pas confronter à la faim si les jeunes travaillaient à la sueur de leur front. Ce que je pense que la majeure partie, ça veut dire que ce sont les gens, quoi, parce qu'il y a des gens aussi sur le plan certain travail. Bon, ils m'ont dit que bon, moi j'habite à Mermoz ou bien j'habite à Sacré-Cœur. Donc, moi je ne travaille pas, moi je ne fais pas le maçon, je ne fais pas la mécanique ou bien je ne fais pas la menuiserie. Bon, alors il n'y a pas de sous-métier. Bon. Toutefois, les mauvaises récoltes de ces derniers temps, le facteur climatique, les catastrophes naturelles et la montée en flèche des prix des denrées alimentaires, le chômage des jeunes, une part de responsabilité de l'État plongerait les familles démunies encore plus profondément dans la pauvreté et la faim. Et puis parlons à présent de la campagne de commercialisation de l'arachide de plus de 40 000 tonnes d'arachide. Selon Mohamed Faye, directeur général des Setuna, il confirme le bon déroulement de la campagne. Écoutons-le au micro de Bassine Logna. Je dis, il n'y a pas d'objectif fixé pour cette année. Alors, Sankos est prêt à acheter toute la quantité de graines produits. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la campagne 2019-2020, il a été collecté environ 28 000 tonnes. 2020-2021, la collecte totale, sur toute la période, tournait autour de 50 000 tonnes. C'est toute la période.
actuellement, en 2 mois de campagne, en 2 mois, il y a environ 40 000 tonnes de collectées. Alors que la campagne n'est pas encore achevée. Nous venons juste de démarrer. D'accord? Donc, on peut pas pour le moment parler d'insuffisance ou de gap à combler. Pour le moment, ça va très bien quand même. Parce qu'il y a une partie de mesures. Il y a une partie de mesures qui a été prise. C'est justement de renforcer le nombre de points de collecte, d'augmenter le nombre de points de collecte, de faire en sorte que l'argent pour l'acquisition des graines soit disponible, ce qui est le cas. Actuellement, il y a environ 46 milliards qui sont mobilisés pour la campagne actuelle. Le système éducatif était aussi très mouvementé dans la semaine, Momad. Effectivement, le système éducatif, notamment dans les universités allant de Bambey en passant par Dakar et l'université de Gaston Auberger, les étudiants s'affrontaient contre les policiers pour donc libérer donc certains camarades donc qui ont été donc arrêtés, mais également pour lutter contre le système dénommé donc les 2 sessions. Je pense que c'était donc l'essentiel, mais finalement à Dakar il y avait donc une négociation et les étudiants donc étaient rentrés au sein donc du campus social et laissaient donc les policiers retrouver leur poste de travail. Je pense qu'aussi il y a quelqu'un qui s'est prononcé à notre corps. Oui, face à ces mouvements et manifestations, donc le seul sapeur-pompier serait le président de la République qui doit faire tout pour satisfaire les étudiants. C'est l'avis de Pape Abdoulaye Touré, qui est le coordinateur du mouvement Sénégal Notre Priorité. Bon, moi, ce que je trouve comme solution par rapport à la situation inquiétante et regrettable des universités, je pense que pour l'instant, c'est le président qui doit s'autosaisir sur cette question. Et primo, il faut satisfaire les différentes revendications des étudiants de Bambey et de Assane Seck Ziguinchor. Parce que je rappelle, ce n'est pas seulement Bambey. L'université Assane Seck de Ziguinchor était aussi également dans un mouvement d'humeur depuis la semaine passée. Donc il faut que la session unique décrétée, il faut que les autorités reviennent d'abord sur la session unique décrétée au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey. Mais aussi, il faut redonner, c'est-à-dire la coordination, son droit le plus absolu. Il faut reconnaître, revenir sur la décision de dissoudre ou bien de dissolution de la coordination des étudiants de Bambey. Mais aussi, l'autre point que je pense que ça peut aussi calmer les étudiants, c'est de libérer les 3 étudiants placés sous mandat de dépôt, de revenir sur la convocation des étudiants à qui le recteur Mahi Diaw a convoqué depuis hier pour un conseil de discipline. Il faut aussi mettre ça à terre. Mais aussi, essayer de trouver un terrain d'entente pour satisfaire les revendications de ces étudiants. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Vu que le ministre n'écoute plus les étudiants, donc c'est le président maintenant de prendre ses responsabilités. C'était Pape Abdoulaye Touré, l'un des étudiants qui a été exclu de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Momad, que pouvons dire de tous ces mouvements qui se sont produits dans la semaine au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Voilà, ce qu'on peut dire en tant que journaliste, je pense que c'est un fait qui n'est pas nouveau. Voilà, donc les étudiants de Dakar ont apporté leur soutien aux étudiants de Alioune Diop de Bambey. Vraiment, vous avez vu, ils ont contesté contre les alimentations intoxiquées, mais également la session d'examen qu'ils donc demandent aux autorités de ramener les 2 sessions. Vraiment, je pense que ce sont donc les 2 causes des affrontements. Donc on peut dire que la source de départ, c'est donc au niveau de l'université de Bambey et les étudiants de Dakar ont apporté le soutien et également les étudiants de l'université de Gaston Berger. Ils ont répliqué eux aussi pour apporter le soutien à leurs camarades. Et puis parlons du sport. Dans ce grand JT, les Sénégalais sont très impatients de découvrir la liste des joueurs qui vont participer à la CAN de 2022 au Cameroun et qui va être publiée le 24 décembre prochain.
c'est le vendredi 24 décembre prochain qu'on devrait connaître l'identité des hommes qui vont défendre les couleurs du Sénégal au Cameroun. Hormis les 23 habituels, Aliou Cissé aura la possibilité de rajouter jusqu'à 5 lions. Nous sommes à 25 jours du début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, finaliste de la dernière édition. Le Sénégal sera très attendu au pays du président Samuel Eto'o. Pour beaucoup, c'est le moment pour les Lions d'inscrire enfin leur nom dans le livre d'or du football africain. Pour cela, le sélectionneur national Aliou Cissé aura besoin de guerriers. Ces combattants appelés à aller conquérir l'Afrique devraient être connus le 24 décembre prochain, nous apprendons. Toujours avec la CAN, l'Agence nationale de la presse sportive du Sénégal a tenu une conférence de presse Montmartre. Exactement, l'Agence nationale a tenu une conférence de presse, c'était donc pour apporter des précisions sur les journalistes sportifs voulant donc couvrir la CAN au niveau du Cameroun. En tout cas, cette 33e édition donc, sera donc assistée par beaucoup de journalistes. Et là, pour que les journalistes donc, aillent au niveau du Cameroun, il faudrait donc des conditions à remplir. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé Mbaye Sène, chroniqueur sportif. Il nous donc décortique toutes les conditions à remplir pour aller au niveau donc de Cameroun. Nous l'écoutons. Il faut s'accréditer avoir une accréditation de la Confédération africaine de football, la CAF. Tout journaliste doit s'accréditer. Tu es déjà accrédité. C'est le journaliste qui doit s'accréditer. C'est le journaliste qui doit avoir sa boîte mail. C'est le journaliste qui doit s'accréditer au niveau de la CAF et tout ça là. Après l'accréditation, maintenant, si elle est acceptée, maintenant il faut une somme de 1,3 million. Hormis le billet. Le billet, ça coûte 700 ou 800 000. Maintenant, ça fait un total de 2 millions. Voilà, c'est ça. Il te faut aussi une caution de 700 000 à déposer au préalable. On va donner la date, le 29 ou le 30. Arrivé sur place, on va restituer la somme d'argent tout en prenant les dépenses que le journaliste doit effectuer, doit faire. La CAN toujours, parlant d'elle, une rumeur parlant de l'annulation a secoué la presse mondiale. En tout cas, les dirigeants camerounais ont assuré que la CAN aura bel et bien sur donc, la terre donc, de Samuel Eto'o. Je propose d'écouter cet élément pour plus de détails. Vers une annulation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, c'est l'interrogation presque de tous les sites sportifs ce mercredi 14 décembre. D'abord, selon RMC Sport, la CAF étudie sérieusement l'idée d'annuler l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2022 au Cameroun. Le variant Omicron, la pression des clubs anglais pourront faire reculer l'instance dirigeante du football africain d'ici peu, a annoncé le journal. Le site précise que plusieurs sélectionneurs nationaux ont eu écho de cette possibilité sans qu'une décision officielle ne leur soit annoncée pour le moment. Au-delà des difficultés d'organisation liées à la Covid-19 et son nouveau variant Omicron, la CAF est confrontée à la grogne de certains clubs, majoritairement anglais, qui souhaiteraient pouvoir garder leurs joueurs sur le sol britannique dans les prochaines semaines. Les joueurs africains appelés par leur sélection devraient ainsi effectuer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue. Et le pays est actuellement touché par une vague importante de cas de Covid. Au même moment, il y a une lueur d'espoir par rapport à l'organisation. En effet, le secrétaire général de la CAF est en séjour au Cameroun depuis mardi, alors que les préparatifs se poursuivent. Monsieur Mosengo Omba est actuellement au Cameroun pour soutenir l'équipe de la CAF qui est déjà sur place pour trouver, avec le comité local d'organisation et le gouvernement camerounais, à la réalisation de l'événement. À moins de 4 semaines du coup d'envoi du plus grand événement africain, l'envoyé de la CAF a noté les progrès réalisés, mais a également exhorté toutes les parties à travailler jour et nuit afin de s'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture prévu le 9 janvier 2022. La CAF a constaté un grand intérêt de la part des médias du monde entier. À ce jour, elle a reçu plus de 2110 demandes d'accréditation des médias de 59 pays, réaffirmant une fois de plus le statut du tournoi et son attrait mondial. La CAN aura-t-elle lieu au Cameroun? En tout cas, c'est la bataille médiatique entre les Africains et les clubs européens. Ils menacent même de ne pas laisser les joueurs africains jouer la CAN. Aminata, je pense qu'il y a un confrère qui a donc donné beaucoup d'éclaircissements sur ça. Oui, en tout cas, les dirigeants de la CAN doivent tout faire pour que la CAN se déroule normal au Cameroun. Sur ce, notre confrère Ansoumane a apporté un peu d'éclaircissement. Écoutons-le. L'association des clubs européens qu'on appelle ACE qui a demandé, pour la plupart des clubs qui la composent, qui ont demandé
en tout cas émis plutôt une menace disant que l'emplacement de la Coupe d'Afrique des clubs ne les arrange pas et ils ont menacé de ne pas libérer leurs joueurs. Pour la plupart, c'est une bataille médiatique pour moi qui a été enclenchée par une partie des médias français dont RMC, BMTV et autres médias occidentaux qui ont essayé d'intimider un peu la Confédération africaine qui, en le chassant déjà sur le plan des infrastructures, n'avait pas donné une communication assez convaincante par rapport aux infrastructures sportives au Cameroun déjà. Mais je crois que c'est peine perdue. La loi ne dit rien. Et c'est cette fois-ci, pour moi, l'occasion est bien choisie pour la Confédération africaine de football de se faire respecter, mais aussi aux dirigeants du football africain de se faire respecter, aux fédérations, je veux dire, aux pays qui ont leurs joueurs en championnat. C'est vrai, les clubs sont majoritairement les actionnaires financiers qui font employer les joueurs. Mais est-ce cela suffisant que quand une équipe nationale a besoin de son joueur, qu'il n'est pas blessé, qu'il ne peut pas le mettre, le club ne peut pas le mettre à la disposition de son pays? C'est gravissime pour moi, c'est inadmissible et c'est aussi une bataille médiatique. Il ne faut pas prendre l'affaire sur un tournant où on ne l'attendait pas. Mais pour moi, c'est une bataille médiatique dans laquelle l'Europe déjà a reçu ce coup de prouesse, disons entre guillemets. Voilà, donc c'était à présent notre confrère Ansou Mané, donc de Témoin FM. Voilà, Aminata, vous avez vu, il a évoqué donc le rôle de l'équipe nationale du Sénégal, mais également les clubs européens qui menacent de ne pas laisser les joueurs africains. Comment jugez-vous ça? En tout cas, je ne suis pas trop sportive, mais qu'en matière de nos joueurs sénégalais, donc je les suis partout. Donc, c'est pas du tout normal, à mon avis, de ne pas laisser nos joueurs venir jouer à la CAN. Parce que d'ailleurs, déjà, c'est leur pays d'origine. Donc, il faut qu'il y ait des négociations, mais aussi il faut qu'il y ait des règles pour que ces joueurs-là reviennent au plus vite dans leur pays d'origine. Parce que la CAN, c'est pas quelque chose qu'on doit jouer aujourd'hui. Donc, ça demande d'une préparation. Donc, et je vois que vraiment, c'est pas du tout normal en fait. Donc, il est temps qu'on laisse nos joueurs qu'ils viennent donc préparer la CAN pour nous apporter la victoire. D'accord, vous le savez. Donc, toi, tu suis donc le sport. Vraiment, c'était tout, chers téléspectateurs. Donc, pour ce grand JT consacré donc au résumé de l'actualité au Sénégal, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous.